Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Lifestyle, le podcast en voie de déconfinement qui vous parle de l'univers Paint et Xbox. Non, on va vous parler aujourd'hui de Windows et de Store. Allez, nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 avril 2021 et c'est le début de l'épisode 205. Pour cet épisode totalement automobile, pour ceux qui ont la référence, j'ai avec moi Flobo. Salut Flobo. J'ai pas la référence. La voiture, la 205 de chez Peugeot. Je l'ai toujours pas, mais c'est pas grave. C'est une voiture. C'est un vieux truc, D'accord. tu sais. Non, mais t'es trop jeune. C'est pas grave, c'est pour les vieux qui écoutent le podcast, ils auront la référence. Et puis, nous avons Cassim qui est là également. Salut Cassim. Salut. Moi, j'avais à peu près tu compris l'avais, toi, la référence. Oui, je l'avais à peu près, mais c'est parce que je suis vieux aussi, peut-être. Je ne sais pas, peut-être. Mais bref, oui, c'était très bonne blague. Ouh, et on est prêt surtout à parler de plein de choses super intéressantes. Je vous propose de passer outre cette petite boutade et de commencer directement avec le gros dossier d'aujourd'hui. On va parler Microsoft, on va parler Windows 10 et on va parler du store. Alors, on a eu quelques rumeurs, Cassim, qui ont fuité sur les internets. On a David Catu qui a été interrogé dans un podcast qui a donné quelques petites informations aussi. Tout ça pour dire que Microsoft, normalement, travaillerait sur une nouvelle formule du store, du Windows Store. Donc le store que vous utilisez ou pas d'ailleurs sur Windows 10, ça serait sympa de savoir si vous êtes un utilisateur régulier, occasionnel ou pas du tout utilisateur de ce store. Peut-être avant de parler des nouveautés qui pourraient arriver, est-ce que Florian, toi, tu utilises ce store? Oui, bah en même temps, les applications de base, elles sont dedans, donc applications Microsoft. Enfin, oui, non, en fait, ça dépend. J'utilise pour les applications qui sont avec Windows 10, mais j'installe rien d'autre avec, non. Donc, d'accord. Oui et non. Peu, très peu. Oui, en fait, parce qu'il y avait une version en ligne de commande, je l'utiliserais plus. D'accord. Moi, de mon côté, je l'utilise aussi très peu. Il y a quelques applications quand même que j'utilise sur les nouvelles à chaque fois que j'installe une fois sur les machines, quoi. Mais une fois que c'est fait, je ne touche plus trop au store. Et à la limite, c'est pour les jeux vidéo, mais l'application Xbox permet de me faire oublier le store. Tout à fait. Donc très peu. D'accord. Ok, ouais, moi pour ma part, je cherche un petit peu. C'est vrai que j'ai pris l'habitude avec le téléphone d'aller chercher sur le store, donc je me suis forcé il y a quelques temps. Je crois qu'avec Windows 8, j'avais pris l'habitude d'essayer de chercher des trucs sur le Windows Store, et finalement, j'ai un petit peu gardé cette habitude. Bon, je dis pas que je trouve beaucoup, hein, mais je vais chercher. Voilà. Alors, Cassim, je pense que Microsoft en a marre que personne n'utilise son store. Je pense que c'est ça. Je pense aussi qu'ils ont compris que... En fait, le store est intégré à Windows 10 et comme l'a dit très bien Florian, en fait, c'est une très bonne introduction, il est essentiel dans Windows 10 aujourd'hui, il est utilisé par des applications qui sont essentielles de Windows 10 et il est vraiment au centre du système d'exploitation et ce serait en fait presque impossible aujourd'hui de juste supprimer le store en fait. Et pourtant, il est dans un état qui est quasi catastrophique. Depuis son lancement, enfin depuis le lancement de Windows 10, il a jamais eu un usage satisfaisant. Sans parler de l'organisation ou de la quantité d'applications, une fois sur trois, quand tu télécharges une application, elle plante. T'as des applications qui ne se mettent jamais à jour. Enfin, il y a une tonne de problèmes avec ce Microsoft Store. Oui, je trouve que c'est pas le seul store qui a ce problème. Hein. J'ai jamais connu celui d'Apple, mais celui d'Android, je trouve qu'au niveau des mises à jour, il a vraiment du mal. Hein. Il a des bugs, mais pas autant quand même. Ouais, non, je te trouve un peu dur avec le Play Store. Écoute, alors, est-ce que c'est ma version d'Android de Xiaomi qui fait ça? Peut-être, j'en sais rien, mais je sais que le store ne veut pas aller chercher les mises à jour tout seul. Hein. Je suis obligé généralement tous les jours d'aller faire un check. D'accord. Ben, en tout cas, bon, Microsoft clairement a identifié qu'il y avait quelques problèmes. Alors c'est un article de Windows Central de Zach Bowden qui nous apprend un peu plus sur les plans de Microsoft vis-à-vis du store, et ils ont beaucoup de choses prévues visiblement pour la sortie de Sun Valley, donc la refonte de Windows 10 qui est prévue à la fin de l'année,
une refonte dont on sent que derrière il y a Panos Panay qui est venu un peu foutre la pression, remettre les choses, refoutre la pression et remettre les choses droites dans l'équipe Windows pour un peu réaligner dans le bon sens les choses. Et je pense qu'il en avait marre que ce store soit le point faible de l'OS. Et donc il y a d'abord il y a l'application en elle-même, le store en lui-même qui va changer visiblement, qui va avoir une toute nouvelle interface qui sera plus cohérente avec ce que Windows 10 peut proposer et surtout ce que Windows 10 va proposer. Ce sera aussi une nouvelle application qui normalement devrait proposer une meilleure expérience de téléchargement et d'installation, justement corriger un peu tous ces problèmes de stabilité, ou en tout cas la majorité, pour offrir une expérience au niveau de ce qu'on peut attendre d'une boutique d'applications en 2021. Donc ça c'est vraiment déjà le store en lui-même qui va être refondu, le Microsoft Store.exe. Ensuite il y a deux choses dans un store, il y a ça et il y a le catalogue de ce que tu proposes, et ce qui dicte en fait le contenu de ton store en général, c'est la politique que tu as autour de ce store, la politique d'édition que tu as. Est-ce que tu limites les applications, est-ce que tu imposes des règles strictes comme par exemple Apple peut le faire sur son store, ou est-ce que tu es beaucoup plus lâche au niveau des règles. Et Microsoft avait une position un peu hybride entre Google et Apple, puis surtout ils ont beaucoup évolué au fil des années sur Windows 10. Au début ils étaient à fond sur les applications universelles, puis ça n'a pas trop marché. Après ils ont commencé à autoriser les applications, par exemple Win32, mais il fallait quand même les packager d'une façon un peu particulière pour que ça passe par le système de Microsoft quand même. Donc ça a un peu mieux marché, mais quand même pas trop. Et donc là, ce que Zach Bowden nous apprend dans son article, c'est que en fait, Microsoft a l'air de vouloir tout foutre en l'air, tous les points bloquants en fait pour les développeurs, au point où en fait, ce serait vraiment tout à la carte. D'abord, les développeurs pourraient proposer des applications Win32 non packagées. Alors ça veut dire vraiment, vous allez sur le site de VLC, vous téléchargez l'installeur, ça va être vlcsetup.exe. Ce .exe, VLC va pouvoir le mettre sur le store bêtement et simplement. Il y aurait pas besoin de le packager d'une autre façon, il n'y aurait pas besoin de l'adapter pour le store d'une façon particulière. Tu pourrais le mettre directement sur le store. Ça serait un dépôt sur lequel tu cliques et ça va télécharger le lien qui est signalé dans la base de données de Microsoft. D'ailleurs, pour aller encore plus loin, apparemment, Microsoft serait prêt à autoriser les développeurs à héberger eux-mêmes l'application et le système de mise à jour. C'est important, notamment pour des applications comme Firefox ou Chrome qui se mettent à jour d'elles-mêmes, en fait, sans passer par un système de store ou quoi que ce soit. Ils intègrent leur propre système de mise à jour. Et donc là, il y aurait la possibilité pour le développeur de faire ça et de gérer son propre réseau, de pas du tout passer par le système de téléchargement de Microsoft. Donc ça serait une deuxième liberté qui serait quand même assez importante. Et la troisième, dont on ne sait pas si elle va de pair avec ce que je viens d'expliquer, c'est le fait que les développeurs, et c'est peut-être une des plus importantes, les développeurs auraient la possibilité de utiliser leur propre système commercial plutôt que celui de Microsoft. Donc ça veut dire le système de paiement, le système commercial, c'est toute cette plateforme, les publicités intégrées, le système de paiement, et du coup derrière ça se cache aussi le fait que Microsoft récupère une commission sur chaque application vendue, notamment les jeux vidéo, au même titre que toutes les autres boutiques. Et si tu peux passer par ton propre système, voire carrément bypasser le système de Microsoft, a priori ça veut dire que tu n'auras plus les 30% à payer par Microsoft. Alors du coup, moi la question que ça me fait poser, tout ça, c'est comment ça va se dessiner tout ça, parce que est-ce que tu peux développer une application qui tirerait parti du store, si c'est tout à la carte, tu choisis de faire une application du store qui utilise le système de mise à jour du store, le réseau de Microsoft pour les téléchargements et tout, et tu te sers finalement de toute l'infrastructure de Microsoft. Et derrière, tu payes pas la commission de Microsoft, ce serait un coup de tonnerre par rapport à des solutions comme Steam ou d'autres boutiques, par exemple, notamment pour les jeux vidéo. Ça voudrait dire que, t'as Steam et Epic Games qui sont en train de se battre actuellement autour de la commission qui reverse aux développeurs. Et là, il y aurait Microsoft qui ferait quasi t'as l'impression, un 0% quand ils peuvent aussi peut-être négocier un plancher que les développeurs paieraient pour être sur le store. Et c'est ça, une location, par exemple, de location, ou une somme fixe, par exemple.
et qui correspondrait au droit d'accès au store, et après ils utiliseraient l'infrastructure Microsoft. Ce qui est, enfin voilà. Donc, ça ouvre tout le champ des possibles. Et pour finir de couvrir la news de Windows Central, on a aussi l'information comme quoi, pour montrer un peu l'objectif et pour montrer qu'ils sont le bon élève, Microsoft mettrait sur ce nouveau store Microsoft Teams, Microsoft Office, Microsoft Edge et même Visual Studio. Donc un peu tout leur logiciel justement qui jusque-là n'étaient pas sur le Microsoft Store, donc eux-mêmes n'étaient pas en fait sur leur propre boutique. Le paradoxe toute l'étendue des problèmes que... Et alors, ça ok, t'as parlé du côté un petit peu développeur ou éditeur d'applications. Moi, du côté utilisateur, je me dis, si j'utilise le store, normalement, ça va être des applications qui vont être sécurisées. Ça veut dire que ce sont des applications qui actuellement tournent dans une boîte, dans un conteneur fermé. Si jamais l'application est verrouillée, alors normalement quand même Microsoft est censé les vérifier, les applications qui sont sur son store actuellement, mais même s'il y avait un problème dans cette application, le fait de fermer l'application, ça efface cette boîte, et donc tout mon potentiel risque disparaît avec cette boîte. Est-ce que est-ce que déjà là j'ai bon, ou est-ce que je me fais un film un petit peu? Alors là, Florian va peut-être mais en fait pour moi c'est bon sur les vraies applications modernes ou WP, mais déjà c'est plus vrai aujourd'hui. Il y a déjà, en fait il y a un truc, je crois que c'est les applications store, elles peuvent passer en full trust, je crois qu'ils appellent ça, et dans ce cas-là elles ont tous les pouvoirs sur ton PC comme une application qui est en administrateur qui pourrait. Mais pour les vraies applications store classiques, s'il y a un WP et tout ce bazar-là, React Native, ces choses-là, là oui c'était un des packages fermés, mais ils ont déjà un peu cassé ils ont déjà un petit peu ouvert les portes, on va dire, pour dire d'amener un peu plus de monde dans le store. Donc, mais là clairement ce que Cassim nous présente, c'est ouvrir les portes grands. Là il n'y a plus aucun contrôle. Là je veux dire, tu peux réinstaller 15 000 conneries en installant une application avec des trucs qui sont embarqués avec, surtout qu'en plus si le développeur gère ses propres updates, c'est à dire qu'il pourrait mettre une version de base sans problème, puis t'envoies une mise à jour où il y a des saletés, des conneries avec, des saloperies avec, donc on perd clairement on perd quelque chose là-dedans. Mais bon, ça c'est voir, est-ce que ça, honnêtement, oui on perd ça, mais finalement il y a tellement peu d'applications non Microsoft utiles sur le store actuel que bon, est-ce que vraiment on perd grand chose? C'est ça, en fait, on perd on perd la possibilité que le store fonctionne un jour dans les règles qu'il avait, parce qu'il n'a pas trop de retour en arrière possible. Mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire que en fait ils ont essayé quoi. En fait ce qu'on perd c'est une hypothèse qui a déjà elle a déjà testé cette hypothèse en fait. Il a 10 ans, c'est les 6 dernières années quoi. Et elle a échoué, et du coup ce qu'on y gagne, c'est, du coup à l'inverse, c'est pour moi c'est l'éventualité qu'un jour on puisse enfin installer ton Windows 10 et ne passer que par le store pour télécharger et gérer tes applications, les mettre à jour, et ne plus alors un peu comme ce que Microsoft pour les power users est un peu déjà en train de proposer avec des choses comme Winget, etc. Mais là de façon beaucoup plus user-friendly. Pour moi c'est important parce que ça veut dire aussi je le vois en plus parce que j'ai écrit un article là-dessus il y a ne serait-ce qu'il y a 2 semaines où je recommandais des applications aux gens, et je voyais à quel point c'est quand même beaucoup plus simple de recommander une application qui est sur le store à quelqu'un qu'une application qui est sur un site, tu vois, même VLC, même si c'est VLC, tout le monde a confiance, ça t'oblige à mettre un lien vers le site de VLC, tu vois. Moi je préférerais mettre un lien vers le store de Microsoft aux utilisateurs de Windows 10, et un lien vers le Play Store pour que c'était sur Android, et un lien vers iOS, l'App Store c'était sur iOS. Et du coup il y a ce côté découverte des applications qui peut revenir, qui peut se renforcer, de quand tu as une application chouette que tu as sur ton PC, si tu veux le partager avec des gens, tu peux juste balancer le lien du store, et tous ceux qui sont sous Windows 10 peuvent cliquer dessus et ont accès rapidement. Je trouve ça plus logique et mieux intégré dans des systèmes de partage et de réseaux sociaux que partager le site officiel du logiciel, quoi. Je reste un petit peu sceptique, mais ouais, vas-y Florian. Je dis ce que tu disais par rapport à Winget, je me demande si finalement ce serait pas leur idée de faire du store une sorte de version graphique de Winget au final, pour avoir qu'un seul système de paquet. En fait, j'espère que, je trouverais ça peut-être plus intelligent encore de faire ça en fait, c'est-à-dire pas réinventer la roue et d'avoir une seule solution technique derrière, et juste que ce soit l'interface graphique, ce qui en plus
ouvrirait d'autres possibilités. Enfin, ce serait très intéressant qu'ils fassent ça. Moi j'aimerais bien avoir les UWP, les applications classiques, parce qu'elles vont rester les UWP, hein, les gens qui veulent en faire, ils pourront en faire quand même. Oui. Et j'aimerais bien les avoir sur Winget par exemple, ça serait bien pratique, parce que moi j'aime pas devoir ouvrir le store graphique juste pour les UWP. Ça, je crois que c'est prévu par contre. Il me semble, dans Winget, Alors, dans la feuille de route de Winget. M'expliquer en quelques mots pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que Wingate? Alors, c'est la dernière itération d'un truc qui a un peu vivoté chez Microsoft, mais là, cette fois, pour moi, c'est la version où ça a l'air enfin de se concrétiser de façon intéressante. C'est tout simplement l'équivalent de ce qu'on a sur Linux, c'est-à-dire un utilitaire jusqu'à présent qui est en ligne de commande et qui permet, l'équivalent du apt-get qui permet en fait de juste installer et gérer les mises à jour automatiquement en quelques lignes de commande de n'importe quelle application et de toutes tes applications d'un coup en fait. Tu vas pouvoir dire voilà, j'installe VLC, Winget VLC, Winget Edge, je schématise, et après t'as plus qu'une seule commande à faire de temps en temps, c'est Winget Update, et il va te mettre à jour d'un coup toutes tes applications et il va tout gérer et ça simplifie tout. Et derrière ça permet aussi de créer des scripts et tout ça où tu vas enregistrer, en fait tu vas faire une sauvegarde de toutes les applications que tu as enregistrées, la liste de tes applications, et la prochaine fois que tu installes Windows, t'as plus qu'à cliquer sur ce fichier et hop, il te réinstalle tout automatiquement, il met toutes les dernières versions, tout est fait. Donc c'est exactement comme Chocolaté, mais version complètement Microsoft, intégrée nativement, etc. Ouais. En fait, c'est un système d'annuaire de dépôt qui va aller chercher les applications que tu veux installer. Ok. Oui, c'est ça. Et mais ouais, du coup, pour revenir à ce store, j'espère aussi. Tu parlais de la sécurité tout à l'heure, c'est intéressant aussi parce que c'est pas un point qu'ils abordent trop dans l'article là, mais effectivement, ça fait partie des points sur lesquels j'espère que ce Microsoft Store va changer les choses. Parce que, alors j'adore, moi j'ai toujours été pour les WP, etc. L'aspect sécurité est super. Mais il y a pour certains types d'applications, ça pose beaucoup de problèmes, et notamment pour les jeux vidéo. Alors Microsoft a déjà fait quelques évolutions, mais en fait les jeux vidéo aujourd'hui que tu installes depuis le Microsoft Store ou à travers le Game Pass sont vachement du coup sécurisés. C'est dans le système de fichiers complètement bloqué du store. Du coup, alors déjà en plus des fois il y a des bugs avec le store. Du coup, même quand tu désinstalles une application et que tu l'as pas vraiment désinstallée, et du coup quand c'est un jeu qui pèse 100 gigas, c'est un peu plus problématique si tu le désinstalles pas vraiment. Mais ça mis de côté, tu n'as accès à aucun des dossiers du jeu, donc si tu as envie de corriger un truc toi-même, par exemple, ou de le modder, bah tu peux pas trop. Alors le Game Pass autorise, si le développeur le fait volontairement, de pouvoir modder, mais c'est pas très pratique encore. Mais voilà, il y a plein de problèmes, les sauvegardes du jeu sont pas forcément enregistrées de façon aussi claire que la version Steam. Tout ça, c'est des trucs qui peuvent poser problème à certains joueurs et qui font aussi que un jeu Steam ne peut pas sortir immédiatement dans le Game Pass. Ça demande du travail aux développeurs pour adapter le jeu, pour en faire un simili WP, enfin un mi-chemin un peu, c'est du Win32 mais packagé un peu bizarrement. Et du coup, ça demande du boulot, quoi. Et ça veut dire que tous les développeurs vont pas le faire. Et donc c'est forcément un frein aussi pour ce store. Et puis pour quelle audience au final, parce que qui va, honnêtement, j'ai envie de dire, si je devais acheter un jeu aujourd'hui, on me dit il est sur Steam, il est sur le Windows Store. Je vais pas acheter sur Windows Store. Hein. Voilà. Mais si demain tout saute et que le fait de l'acheter sur le store, déjà tu sais que ça te donne plus d'argent aux développeurs et ça te donne l'assurance que du coup avec les futures versions de Windows, le jeu il reste avec toi et que en plus potentiellement il peut te suivre sur la Xbox, etc. Est-ce que du coup il n'y a pas déjà plus, enfin du coup est-ce que ça peut pas au moins faire un peu pencher la balance, même si beaucoup de gens vont rester sur Steam, je dis pas qu'ils vont retourner j'ai honnêtement plus confiance dans le fait que Steam sera encore là que le Windows Store dans 10 ans. Beaucoup plus. Ouais, là je suis pas d'accord avec toi Florian, parce que en tout cas pour tout ce qui est côté jeu, Cassim, on voit bien que lorsque tu achètes ton jeu, alors que quand c'est un jeu qui est disponible et sur PC et sur console, mais si tu l'achètes sur console, tu vas le récupérer sur ton PC automatiquement. Et moi je sais, j'ai acheté par exemple le Forza 4, non 7, pardon. Comme ça, je l'ai acheté sur le store et je l'ai eu sur mon PC, je l'ai eu sur ma console. Pour ça, comme ça, j'avais une licence pour toutes mes machines. Et je trouve ça super pratique.
Non, mais je suis d'accord avec. Non, mais après, je suis d'accord avec Florian que même si là toutes ces nouveautés arrivent, Steam va rester le quasi monopole du jeu vidéo pendant un petit moment. Mais disons que je pense que tu admettras que là aujourd'hui, même pas tu réfléchis une seule seconde et tu achètes sur Steam. Demain, tu pourras peut-être réfléchir une minute avant de peut-être d'acheter sur Steam, mais au moins ça rééquilibre un peu les points forts et les points faibles de chaque boutique, quoi. Je comprends ce que tu dis, mais moi actuellement, ma manière de consommer le jeu vidéo fait que le Windows Store me suffit. Oui, non, et j'aurais presque envie de dire le Xbox Store me suffit. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi dans la communauté gaming, je pense que Microsoft n'a pas toujours une bonne image au niveau du... Non, parce clairement. que moi je me souviens très bien de Games for Windows Live. Oui, non, mais clairement. Les gens qui avaient acheté des jeux là-dessus, ils les ont lâchés un peu en mode bah tant pis, au revoir. C'était un peu... Voilà. Et d'ailleurs, pour aller dans ton sens, ça se voit au niveau des ventes de jeux. Les jeux Microsoft, Forza Horizon 4, il est sorti sur le Microsoft Store depuis je sais pas combien d'années. Il est sorti là il y a quelques mois sur Steam et il est en tête des ventes sur Steam, donc c'est-à-dire que les gens ont juste pas acheté le jeu quand il était sur le Microsoft Store et ils ont attendu qu'il arrive sur Steam, et quand ils vont sur Steam, bon bah là ok, même si c'est Microsoft, le fait qu'il soit sur Steam c'est rassurant donc ça montre bien qu'il y a un problème aujourd'hui, quoi. Là, Steam c'est une plateforme de jeu, je veux dire ils vont pas fermer sauf si vraiment c'est la catastrophe, pas possible. Microsoft ils ont quand même une histoire de si ça va pas on ferme le service et on passe à autre chose. Voilà, non mais t'as raison. Non mais clairement, et je dis voilà, je pense pas que ça se retournera du jour au lendemain, mais je pense que voilà, c'est clairement aujourd'hui pour moi ils vont un peu, c'est pas que ça va dans le mur, mais pour moi ce serait assez se limiter énormément en termes de capacité sur le marché du jeu vidéo, et demain c'est ainsi avec tous ces changements de politique, au moins je trouve qu'ils ont une plus grosse chance à travers après c'est d'abord avec le Game Pass et après avec ça qu'ils ont une plus grosse chance de un peu se refaire sur le marché du jeu PC face à Steam, quoi. Après Steam restera, je suis à peu près persuadé que Steam va rester bien où ils sont pendant un petit moment, hein. Mais parce que les gens ont l'habitude, hein, tout simplement. Mais voilà, enfin je pense vraiment que c'est des changements qui peuvent être très importants pour l'avenir de Windows 10 pour le coup. Moi je suis pas du genre à être facilement optimiste sur le store, je pense que je l'ai assez montré je te dans confirme. le podcast. Je te confirme. Mais voilà, je suis toujours aussi très positif quand il y a des choses qui vont dans le bon sens, et là ça a l'air de... Ils ont l'air de vraiment faire sauter tous les verrous pour aller dans le bon sens, quoi. Mais du coup, ce serait, a priori ce serait présenté en mai. Qui est à la build pour les développeurs évidemment. Donc d'ici, j'ai pas les dates de la build, c'est quoi, d'ici 15 jours, 3 semaines? C'est plutôt un mois, je crois que c'est autour du 20 mai. D'accord. Cette année. D'habitude c'était, je crois... L'an dernier je crois que c'était début mai. Il me semble que c'est entre le 3 et le 6 mai. Mais en tout cas là voilà, c'est autour du 20 mai, et a priori il y aurait une preview qui serait prévue genre super vite, dès le début de l'été peut-être, une version preview pour les insiders de ce nouveau store. Logique. Donc vivement, quand on voit en plus qu'ils ont réussi à faire avec le store de la Xbox, j'espère que ça va être aussi cool. C'est clair. Mais le store de la Xbox c'est encore le même store derrière, c'est juste une refonte d'interface. Oui, enfin déjà l'interface est quand même beaucoup plus agréable à utiliser que celle qu'on a sur PC. C'est ça, il y a deux choses, oui, le store de la Xbox, l'interface est bien meilleure, tout est beaucoup plus cohérent et facile et fluide. Après oui, derrière je pense que c'est les mêmes technologies. Cela dit, j'ai jamais eu un seul bug de téléchargement ou quoi sur la Xbox. Le truc est plutôt stable et tourne bien, quoi. Ouais. Oui. Bon, j'imagine que c'est pas aussi. J'imagine aussi qu'il n'y a pas tout le côté lourd et instable de. Tu sais, David Catu nous disait souvent que c'est 1 milliard de configurations Windows différentes et qu'il faut que tout tourne correctement. Alors sur les consoles, t'en as la Xbox, voilà, c'est ça. Et puis, je pense également, le store Windows est un UWP, et on a beau dire UWP, ça a beau avoir 10 ans. Ça reste vachement moins stable que les applications Win32, et ils ont refait le store Xbox maintenant sur PC, c'est devenu une application je crois en React Web, mais enfin c'est du Win32 maintenant de fait, et donc peut-être que ça a stabilisé un peu le bazar, parce que peut-être que c'était pas le backend qui était le problème, mais clairement le fond, le client, l'application elle-même. Ouais. Oui, je pense que c'est un peu de tout, et que je pense que c'était plus le client d'ailleurs. Oui. Là, ils ont l'air de dire que c'est la refonte du client qui va faire que d'un coup tous les problèmes de téléchargement vont s'envoler. Donc... C'est dommage qu'il l'ait pas fait avant quand même, parce que 6 ans avant de refaire un client qui pose problème, ça fait long. En plus, on avait cru comprendre. J'ai l'impression qu'on avait cru comprendre dans les épisodes précédents, quand on avait eu des gens que c'était qu'on n'avait pas forcément mis la Ligue 1 des développeurs de Microsoft ça me rappelle quelque chose sur ce store. Ouais. Comme quoi. Allez.
Bon, est-ce qu'on ferme la porte du store et on attend fin mai pour aller voir ce qu'il en est? Mai, ouais. Ok, alors je vous propose d'aller faire un petit flip tout en nuances. Titre un petit peu facile, vous avez sûrement entendu que Microsoft avait racheté l'éditeur Nuance pour quasiment 20 milliards de dollars, 19,7, une paille quoi. Une broutille, c'est ça. Alors Nuance, qu'est-ce que c'est? Nuance, c'est un éditeur qui est plutôt spécialisé dans l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale. Pour les anciens qui ont connu les ordinateurs qui n'avaient pas de reconnaissance vocale intégrée, vous aviez Via Voice, qui était édité par IBM, et vous aviez son concurrent qui était Dragon Naturally Speaking, et qui était édité justement par Nuance. Donc Nuance qui est quand même assez ancien, parce que moi j'utilisais Via Voice en 96-97, donc Dragon existait déjà. Et voilà, donc Nuance a quand même aussi participé à un petit projet, Cassim, un petit projet d'assistant personnel qui s'appelle Siri. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Non? Ouais. Oui, bah c'est le concurrent qui n'a jamais marché de Cortana. Tu parles de qui a jamais marché, Cortana ou Siri là? J'ai du mal à suivre. Non. Donc Nuance, voilà, qui se fait racheter par Microsoft, donc quand même un acteur de poids qui a quand même une certaine solidité, importance et un important savoir-faire, je pense. Oui, c'est le deuxième rachat le plus important de l'histoire de Microsoft. Et donc oui, c'est super important. C'est clairement, Microsoft mise énormément sur l'intelligence artificielle. Et on a déjà, pas plus tard qu'aujourd'hui, une meilleure compréhension, j'ai envie de dire, de la stratégie avec ce rachat, puisque je vais reparler des jeux vidéo. Désolé Florian. Ils ont présenté pour les développeurs de jeux vidéo, mais on sent que c'est plus large que ça, des progrès au niveau de l'IA pour la reconnaissance vocale justement et la synthèse vocale. Et je trouve du coup le rachat de Nuance va complètement dans ce sens, avec la possibilité, la démonstration allait dans le sens de la possibilité de nommer ton personnage dans un jeu vidéo et que les PNJ soient capables de prononcer le nom de ton personnage sans avoir poussé les acteurs à enregistrer tous les noms possibles et imaginables avant coup à la main. L'idée, c'est que tu puisses un peu faire ce que tu veux et que l'IA derrière puisse gérer le truc et intègre de façon fluide et a priori naturelle. Ça fait quand même cher comme investissement pour le jeu vidéo. Hein. Non, mais bien sûr, on comprend que... bien sûr, on comprend, mais c'est un exemple, je trouve, qui est assez parlant, qui peut être un peu parlant de ce qu'on peut faire dans l'IA. Évidemment, le premier usage, c'est aussi une question d'accessibilité avec la synthèse et la reconnaissance vocale. Mais voilà, l'IA, on en a besoin partout, l'IA vocale en particulier. Je pense que l'usage qu'ils ont trouvé là pour le jeu vidéo, il est pas anodin parce qu'ils ont racheté à peu près la moitié, voire les 3/4 des studios de RPG de la Terre, donc je pense que c'est pas un hasard. Après, le fait de pouvoir faire parler des PNJ, etc. Après, pour revenir à des choses plus sérieuses, Nuance est très impliqué dans le milieu médical. Oui, c'est vrai. Et c'est aussi une bonne entrée pour Microsoft sur le marché médical qui sont en train de viser activement côté entreprise. Ils ont présenté il y a pas longtemps le cloud pour la santé, en gros, leur cloud pour la santé. Et des trucs qui font plaisir à Nadella, tout ça, qui nous parlent peut-être moins, mais... Il y avait déjà les vaches connectées quand même il y a quelques années, hein. Je sais pas si tu te souviens. C'est vrai, on verra à la build s'ils ont un nouveau projet dans le genre. Mais en tout cas, voilà, ils ont vraiment l'envie de s'attaquer au marché juteux de la santé connectée. Et évidemment, l'IA a un rôle à jouer là-dedans aussi, ne serait-ce que pour la saisie vocale par les médecins, des éléments sur des patients de façon sécurisée, etc. Il y a des vrais enjeux là-dessus et je pense que c'est aussi un rachat qui permet de se placer là-dessus. En fait, en gros, le rachat, surtout, il est cohérent d'un bout à l'autre de Microsoft, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont voulu claquer une telle somme. Nadella a le chèque facile, quand même. En même temps, quand ton entreprise vaut presque 2 trilliards de dollars, j'imagine... C'est rien. Finalement, pour eux, ça représente quoi? Pas grand-chose. J'imagine que c'est plus simple de débloquer des fonds, quoi. C'est ça.
Bon, alors après ce flip, on a le flop. C'est Discord. Discord, il a fait flop. Qu'est-ce que vous voulez on en avait parlé il y a 15 jours. On savait qu'il y avait des discussions exclusives entre Discord et Microsoft. Et Discord a fermé la porte aux discussions pour dire, non, finalement, on ne sera pas racheté par Microsoft. A priori, Cassim, il vise une entrée en bourse. Mais de ce que j'ai pu lire, il semblerait que les discussions ne soient pas complètement terminées et que peut-être des partenariats puissent voir le jour ultérieurement. C'est ça, ils ont dit merci mais non merci à Microsoft sur leur proposition quand même de 12 milliards de dollars. Alors du coup, j'imagine que Microsoft, quand on leur a dit non pour les 12 milliards de dollars, ça a dû les soulager sur leur achat de 20 milliards de dollars de nuances, sans dire voilà, ça se résout soi-même. Parfait. Sinon, oui, sur leur achat de Discord. Donc Discord a dit non, mais on comprend a priori, d'après la source autour de tout ça, du Wall Street Journal, qu'ils n'ont pas totalement fermé la porte à Microsoft. D'abord, si finalement d'aventure l'entrée en bourse ne se passerait pas très bien ou ne se faisait pas du tout, peut-être que Discord irait retoquer à la porte de Microsoft pour dire finalement combien. 10 milliards finalement, c'est bon. Vous êtes toujours OK. Et sinon, tu aurais il y aurait la possibilité. Voilà, ils sont pas perdus, ils sont pas quittés en de mauvais termes. Oui. Et a priori, il y aurait encore des discussions de partenariat. Peut-être que Discord Nitro finira quand même intégré, par exemple, au Game Pass ou des choses comme ça. Mais il y aura pas de rachat pleinement de Discord. Un partenaire privilégié, mais pas une possession. Ouais. Ça pourrait être pas mal pour intégrer une solution efficace de communication dans l'écosystème Xbox. Skype for Gaming, non? Je sais pas. Oh là 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 là. Je pense clairement au niveau image, s'ils arrivaient à intégrer Discord, je pense que ça serait beaucoup mieux pour les joueurs. Je sais pas ce que t'en dis, Cassim. J'imagine si le rachat avait eu lieu et que c'était vraiment le plan, c'est on va le renommer Skype for Gaming. Catastrophe. Ah là 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 là. Ouais. Mon Dieu. Bon, peut-être qu'on est dans la bonne dimension finalement. C'est ça. Allez, on va continuer. Et cette fois-ci, on va parler un petit peu de Edge. Donc, on est dans les applications. Edge, le navigateur de Microsoft. On en avait fait déjà tout un morceau d'article il y a 15 jours. Cette fois-ci, on va parler un petit peu du mode enfant. Je sais pas si vous avez vu ça arriver. Donc, ça existe déjà sur Chrome. Je savais pas en n'utilisant pas Chrome, mais ça existe déjà depuis quelques mois. Ce mode enfant va permettre tout simplement de limiter l'utilisation du navigateur, les sites que les enfants peuvent consulter, et ça va aussi filtrer une partie de ce qui est affiché à l'écran, donc tout ce qui est publicité entre autres vont être supprimés, donc ça c'est pas mal. Et vous avez deux modes qui existent, donc pour les petits de mémoire c'est les 6-9 et il y a un mode pour les 9-12, mais je me trompe peut-être dans les âges, mais à quelque chose près c'est ça. Et pour activer ce mode, normalement ça sera très simple, vous cliquez en haut à droite sur votre miniature d'avatar et on va vous proposer de passer sur un profil enfant. Et pour revenir au mode adulte, on va dire, vous faites exactement la même procédure. Donc je trouve ça très bien, très simple. Par contre, je sais pas si comme moi vous trouvez ça un petit peu dommage qu'on puisse sortir aussi facilement du compte enfant. Parce que j'imagine un enfant qui... C'est pas un compte Windows, tu peux pas faire un compte Windows pour enfant qui utiliserait le Edge enfant derrière? Tu peux le lier à un compte enfant, mais l'idée c'est de ne pas avoir besoin de laisser une session exprès pour l'enfant. Mais moi j'aurais bien vu tout simplement pour revenir au mode adulte, retaper ton pin Windows par exemple. J'aurais bien vu ça comme manière. De toute façon, je veux dire, si t'es sur ta session adulte, tu peux déjà faire ce que tu veux en dehors, donc bon. Ouais. Oui, c'est un enfant, c'est vrai que c'est un enfant, c'est pas. Il va pas forcément. Oui. Il va peut-être pas ouvrir le terminal. Ouais. Non, peut-être pas. Quoique certains seraient capables quand même. Ça dépend ce que tu as laissé ouvert. Après, tu peux faire un bureau enfant aussi. Tu peux un bureau sur lequel tu n'as rien à part le navigateur. Voilà. Mais c'est pas après. Faut quand même rappeler que c'est pas la première fois que Microsoft ils font des expérimentations autour de leur navigateur. Il y avait déjà eu le Extreme Defense Grid Explorer. Je m'en souviens pas. C'était une sorte de navigateur qui était là pour justement protéger les enfants. Je me rappelle plus exactement, mais il y avait un mode, il y avait une fonctionnalité qui s'appelait le Pony Augmented Protection Analyzer. Mais c'est vieux ça. Parce que je me rappelle d'un Coding for Fun, ça. Avec David Catu et toute sa bande, avec l'histoire du poney. Oui. Mais d'accord, mais alors c'est ça, c'est oula.
Ouais, bah c'est déjà. Bah c'était moi, je relève juste les expérimentations de Microsoft autour d'un mode enfant, d'une navigation sécurisée qui te renvoyait, voilà, si tu allais sur des sites un petit peu trop adultes, qui te renvoyait automatiquement vers des images plus accueillantes. D'accord. Merci beaucoup, Cassim, pour ces bons souvenirs qui reviennent. Allez, on continue avec une sortie qui a eu lieu il y a environ une semaine, 10 jours. Vous avez Edge Canary qui est sorti sur Android et qui devrait bientôt sortir sur iOS. Alors, Edge Canary, vous allez me dire, mais il y avait déjà Edge sur Android, n'est-ce pas ? Sauf que ce Edge Canary, il est complètement différent du Edge Legacy en réalité qui est présent sur Android, donc le vieux Edge. Oh Florian, pourquoi tu dis non ? Je dis le moteur derrière est complètement différent, mais ils ont gardé l'interface globalement. Oui, mais le moteur derrière est complètement différent. Voilà. Ils ont repris, en fait, le Edge Android actuel, c'était un Edge qui avait été fait à l'époque où le Edge du PC, c'était encore le Edge héritier d'Internet Explorer avec son même moteur créé par Microsoft. Trident, oui. Et donc, depuis que c'était passé sur Chromium sur PC, ils n'avaient jamais réutilisé la même base de code pour leur navigateur mobile. Et donc, les navigateurs mobiles utilisaient une base d'Android beaucoup plus... une base de Chromium beaucoup plus ancienne que les bases utilisées sur les versions PC. Et donc, ça, c'est ce qu'ils ont fait maintenant. C'est-à-dire que tous les jours, on va avoir une bulle si on est en Canary, tous les jours, on a une bulle sur PC, on a une bulle sur mobile avec la même version de Chromium en arrière-plan. Alors par contre, pour l'instant, ils ont gardé à 100% l'interface, l'UI qu'ils avaient fait pour l'ancien Edge Android. Bon, après, je suis pas sûr qu'il y a besoin de la changer, parce qu'elle était bien pour mobile. Oui. Mais j'ai vu des gens qui se plaignaient en disant qu'ils espéraient avoir un truc plus évolué par rapport... ils espéraient que la combinaison, ça donnerait un navigateur plus puissant. Mais déjà, honnêtement, ils ont déjà bien amélioré, parce qu'on a accès à tout ce qui est tous les flags, pour ceux qui aiment bien trafiquer des petits... J'ai pas regardé ça. Ce qui fait qu'on peut activer, par exemple... comment on appelle ça, tous les paramètres avancés. On peut activer le thème dark général qui permet donc d'avoir un thème dark natif sans extension sur Android avec ça pour les pages web, et on peut également activer les petites expérimentations pour utiliser l'interface WinUI sur les pages web où ça change la forme des boutons, des formulaires, tout ça pour que ça corresponde plus à une interface Windows moderne. Bref, il y a des petits trucs sympas qui permettent qui peuvent être faits avec celle-là. Donc, si vous aimez bien l'univers Microsoft et s'amuser, je pense que c'est un bon navigateur à utiliser en principal. Voilà, moi je sais que je l'ai installé, j'ai viré l'ancien. Marche très bien. Je trouve qu'il marche presque même mieux que l'ancien parce que j'avais des problèmes avec, tu sais, l'historique des fenêtres. Quand je lançais tout mon historique de fenêtres, ça bloquait mon navigateur, j'étais obligé de tuer le processus, le relancer, je pouvais pas effacer tous mes anciens onglets d'un coup. Et là, avec le nouveau, ça marche sans souci. C'est vrai que c'est le code les plus modernes. Hein. Mais sinon, je dis une bêtise, hein, c'est pas WinUI, l'interface, je sais plus comment ça s'appelle, ils ont un nom, les icônes modernes, Windows, je sais plus, c'est un nom chez Microsoft, mais j'ai oublié le nom. Mais les icônes, c'est ta spécialité, c'est toi qui es censé savoir. Hein. Non, mais tu sais, ils ont un nom qui est équivalent à Fluent, mais pour le web, mais je sais plus comment ça s'appelle. Le Fluent pour le web. C'est pas grave. Voilà. Ouais, bon. Ok. L'équivalent du Fluent pour le web. Bon, allez, on va laisser Edge maintenant passer au mode performance. Alors, Cassim, sur le mode performance, je sais pas si tu as beaucoup d'informations, mais non, voilà, tu fais le nom de la tête. On sait que c'est un mode non, mais voilà, à part qu'il existe, devrait se faire sentir plus ou moins selon nos habitudes de navigation. Donc, est-ce qu'il sera performant dans le sens où il va anticiper nos désirs ou notre manière de naviguer, ou est-ce qu'il sera performant par son peu de gourmandise au niveau électrique, au niveau RAM, ce genre de choses? C'est un peu toute la question, parce que quand tu regardes le capture d'écran du paramètre en question qui est apparu, donc qui est que sur, je crois, sur la version Canary. Ou sur la version Dev, en fait, c'est pas très... Enfin, il explique très succinctement le paramètre qu'il fait, et t'as l'impression qu'il fait tout, en fait. Donc, du coup, tu te demandes pourquoi je le désactiverais, quoi. Parce qu'il te dit qu'il augmente la vitesse, il augmente la responsiveness, donc la réactivité. Il augmente, il améliore l'usage mémoire, l'usage CPU, il améliore la batterie, il améliore les performances. Normalement, c'est soit l'un, par exemple, améliorer l'autonomie et les performances, je vois pas comment les deux peuvent s'associer, en fait. Pour moi, ils ont fait tout le code, ils ont fait un truc génial, mais... Et pareil, pour moi, la façon dont un navigateur peut facilement améliorer les performances, par exemple, c'est comme tu le dis, c'est étudier tes habitudes de navigation et précharger des pages avant que tu arrives dessus.
Mais ça, par exemple, ça a un coût en mémoire. C'est-à-dire que logiquement, tu commences à le charger en mémoire avant. Mais là, ils te disent que ça va améliorer ta mémoire. Oui. Non, mais voilà. Mais c'est sorti ça. Mais C'est quoi? Ça vient d'où? J'ai pas suivi ça. C'est dans la version Canary de Edge. Ça a été annoncé. C'est pas, il faut activer une petite ligne pour l'activer. C'est quand même public. C'est pas genre une bidouille ou quoi. C'est publiquement annoncé par Microsoft, mais c'est réservé à une ligne de commande à activer toi-même. Et donc, tu as un mode performance dans Edge qui est pas très clair pour l'instant sur exactement ce que lui fait. Ça vient en addition du système d'onglets en veille là, qui a été ajouté il y a quelques versions. Donc on verra bien ce que ça fait. Ce que ça fait. Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est pas très clair. Par contre, il y a une deuxième fonctionnalité qui arrive, Cassim, qui elle est très très claire et je trouve très pratique. Enfin, elle est là. C'est que vous allez pouvoir ajouter du texte dans vos PDF directement dans le navigateur. Donc vous avez un formulaire à compléter, mais pas besoin de l'imprimer, pas besoin de sortir le stylet. Vous cliquez, vous saisissez votre texte à l'endroit où il faut saisir le texte. Oh putain, vous enregistrez et directement on envoie en numérique ou on peut l'imprimer déjà rempli. Donc ça, c'est le côté très pratique, pas besoin d'avoir une application tierce, le navigateur s'en occupe. Bon, j'ai pas encore pu le tester, mais... Non, mais clairement, c'est bien. Ça, c'est top, ouais. Bon, mais voilà, on a fait le tour sur cette partie Microsoft et Windows. Rien à rajouter, Florian? Juste peut-être une théorie par rapport à cette histoire de performance. Je me disais qu'en fait, une façon dont ils pourraient gagner les deux à la fois, c'est un peu de sortir de la boîte du navigateur et d'aller appeler des choses en native. Par exemple, actuellement, je sais qu'il y avait des expérimentations qui faisaient dans les flags pour tout ce qui est lecture vidéo, pour plutôt que de passer par Chromium, de bypasser tout ça et d'appeler directement l'accélération native de Windows. Il y avait des expérimentations, ça plantait, c'était très plantogène, hein, mais ils avaient fait des tests comme ça, et je me demande si en l'intégrant plus à Windows, ils pourraient pas en faire... accéder plus directement aux ressources du système pour dire à la fois, et de ce côté-là, il gagnerait à la fois en performance et en économie. Ce serait une solution. Et je sais pas, ce mode-là, il est que pour Windows ou il est pour tous? Ils ont prévu, je sais pas s'ils ont prévu, on sait pas encore. Je crois que c'est peut-être que pour Windows, tu as raison. En tout cas, c'est sur le desktop pour l'instant. On verra ce qu'ils feront, mais oui. Non, mais c'est pas bête, comme je trouve, comme intuition. Mais si on le lit trop au système, comme ça, en sortant de l'application, est-ce qu'on va pas à nouveau retrouver ce qu'on avait avec Internet Explorer, un navigateur qui est forcément lié au système? Non? Non, parce que là, clairement, c'est des... Ils feront jamais ça en obligation, je veux dire. Ce sera des plus pour Windows, mais il y aura toujours la version classique de Chromium en dessous. Je veux dire, ils vont pas enlever des bouts de Chromium. C'est du bonus. D'accord. Ok, ça marche. Et c'est pareil pour les PWA. On peut imaginer que les PWA sur Windows, elles s'intégreront plus à l'OS. Mais c'est pas pour ça que ça ne fonctionnera pas sur les autres. Ce sera du bonus pour Windows, mais voilà. Ok. Merci. Allez, on referme cette partie Microsoft et on saute à la partie hardware. Alors un premier dossier, Cassim, qui va être très rapide, t'es d'accord avec moi, on va parler du Surface Laptop 4 qui a été présenté quelques jours après l'enregistrement de l'épisode 204 et on n'a rien appris de neuf. Finalement, ce qu'on avait comme rumeur, ça a été confirmé, à part le prix. Le plus petit en version 13 pouces 5 commence à 1129 €, donc de mémoire c'est 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, je dirais, et puis voilà, c'est en version AMD, et par contre la première version en 15 pouces est à 1450 $. Voilà. Ouais, je crois que t'as un peu tout dit. Il y a les produits ont commencé à être testés, j'ai vu aux États-Unis. Alors je t'avoue que j'ai un peu suivi ça de loin parce que ça m'intéressait pas. Enfin, vu que c'est pas, il y a pas de changement de design, le changement de processeur est très léger. C'est un refresh. C'est pas une révolution du tout du produit. C'est un petit refresh et j'ai vu vaguement en diagonale quelques tests américains qui avaient l'air de dire que c'était une bonne machine parce qu'en plus eux ils aiment bien déjà les produits Surface. Que c'était une bonne machine, que les performances étaient en belle augmentation, je crois que l'autonomie aussi, mais qui reproche toujours, en fait l'absence d'évolution fait que y a des trucs sur lesquels les précédents laptops étaient déjà limites, et plus Microsoft renouvelle sans changer, plus la vieillesse s'accentue, notamment le fait qu'il n'y ait aucun port Thunderbolt sur ces laptops.
alors que la concurrence en a. Voilà. Non, mais... Alors, j'ai regardé ça parce que moi, je me dis, un jour, il faudra que je pense à changer ma Surface Pro 3. Et je pense partir sur une machine type Surface Laptop. Alors, j'ai regardé le Dell XPS 13 parce que c'est quand même un concurrent qu'on met souvent en face. Et au niveau tarif, ils sont exactement dans le même tarif si tu veux un écran tactile sur le Dell XPS. Je pense qu'à 30 ou 40 euros, t'es sur le même tarif. Et quel est l'intérêt du port Thunderbolt ? Je me demandais. Parce qu'il y en a deux, le Dell. Ouais, alors le port Thunderbolt, c'est la meilleure version de l'USB-C possible, c'est celle qui fait tout et qui coche toutes les cases. Le cahier des charges de l'USB-C, pour avoir un port USB-C sur ta machine, il est minimal. Par exemple, même la Nintendo Switch le respecte pas trop. C'est le format, et du coup, toutes les promesses de l'USB-C sont pas forcément respectées sur ton PC. Il peut ne pas avoir un très bon débit, il peut ne pas forcément faire une sortie vidéo, etc., etc., etc. L'avantage du Thunderbolt, c'est qu'il met tout au max et que tout est possible. Tu peux recharger ta machine avec, ça veut dire que le port, forcément, tu peux recharger avec. Le débit est beaucoup plus important, il va jusqu'à 40 gigabits de mémoire seconde. Ce qui permet par exemple des applications type avoir une carte graphique externe ou des docks un peu plus évolués, quoi. Tu peux ça transmet donc en tout cas des données au débit. T'as une recharge qui a au moins jusqu'à 100 watts, je crois, en power delivery, et ça aligne sortie vidéo, etc., et ça aligne du coup un peu toutes les possibilités de l'USB-C. Et ça en fait c'est le port Surface Connect sur les gammes Surface. Oui, mais en version standard et en version du coup qui potentiellement est moins cher au niveau du dock par exemple, et qui surtout évidemment marche avec beaucoup plus de périphériques. Et puis surtout, moi au boulot, je peux aller sur n'importe quelle station de travail, je pose mon PC et n'importe quelle station. On a tous des docks branchés à nos écrans et t'as le port USB-C. Voilà, il faudrait que tout le monde ait des surfaces. En fait, quand on dit un port Thunderbolt, c'est au format USB-C. Ouais. D'accord, parce que j'imaginais un format encore spécifique. C'était un format spécifique. C'est bien ça, d'accord. Je suis resté sur la vieille image. Ouais, mais depuis la version 3, ils ont adopté l'USB-C et c'est la meilleure version de l'USB-C possible en fait. D'accord. Et du coup, d'ailleurs, c'est compatible un périphérique qui serait par exemple USB-C, USB tout court, c'est-à-dire une clé USB. Ça marche. Standard USB qui n'est pas certifié Thunderbolt ou quoi que ce soit. Elle marche sur ce port. Le Thunderbolt gère l'USB classique en fait. Et ce Thunderbolt, c'est pas lui qui était lié à Intel fut un temps ? Si. Et ça y est, la liaison est finie ou on est toujours obligé d'avoir de l'Intel ? Théoriquement, elle est finie, et théoriquement, même le format USB 4 qui va arriver là dans les années à venir est basé sur le Thunderbolt en fait. D'accord. Parce que Intel elle a léché les chevaux. Dans les faits, aujourd'hui, 99,9% des machines en Thunderbolt, c'est des machines Intel. Les machines AMD n'ont jamais de port Thunderbolt, ou presque. Il y a quelques exceptions. Les nouveaux PC RM d'Intel d'Apple, non ? Ils en ont pas ? Les nouveaux PC d'Apple en ont, mais voilà, c'est parce que eux ils ont leur propre truc, mais oui ils en ont parce que c'est Apple et qu'ils savent le faire. Mais les PC AMD, le faire. Oui, Apple a mis du Thunderbolt depuis longtemps sur ses PC. Ils ont décidé de passer à ARM, et pour pas casser le truc côté client, pour une fois, ils ont fait en sorte de suivre, parce qu'ils ont un marché professionnel quand même qui aurait un peu, je pense, grincé des dents. Pour le coup, ils ont fait du bon boulot, ils ont pérennisé leur choix technologique, c'est très bien. Mais du coup, mais par contre chez AMD il y en a très peu, et du coup on pourrait dire ok pour le Surface Laptop en AMD, et du coup je leur passerai ça. C'est juste que la version Intel n'a pas non plus de Thunderbolt. Non, tu as raison. C'est plus ça, c'est ce point-là qui est plus problématique. Après c'est pas non plus le seul j'ai pas relevé, je me rappelle pas de tous les défauts qu'il y avait relevés dans le test, mais voilà, il disait que c'était une bonne machine. Mais plus ça va, plus elle est pas aussi excellente que les concurrents. Le XPS 13, il a d'autres avantages que le Thunderbolt aussi, quoi. La finition, la qualité de l'écran et tout ça sont d'un niveau qui commence à être meilleur que ce que propose Microsoft. Ouais, mais il se repose un peu trop sur ses lauriers. Alors le problème de l'écran, si tu veux, j'ai regardé ça cet après-midi, j'ai pris le temps de regarder, et effectivement t'as un écran qui est super sur le Dell XPS 13 si tu prends la version 4K. Tu es obligé d'avoir la version 4K qui soit pour avoir ce bel écran et pour avoir le côté tactile. Si tu veux pas d'écran tactile, tu restes sur l'écran Full HD. Et si tu veux, en fait, c'est un compromis un petit peu, j'ai l'impression, ce Surface Laptop comparé à ce que propose Dell là-dessus. Dell, t'as les deux côtés. T'as le moins bon et t'as le meilleur, et alors que le Surface Laptop a visé entre les deux.
C'est vraiment je peux 1080p sur la version la plus basse, ça me paraît faible aujourd'hui. Bah, si. Non, si, c'est du Full HD. Bah, c'est le stand. Après, c'est du 13 pouces. Oui, hein, c'est donc, c'est du 13 en fait, pouces. j'ai l'habitude de Surface quand même. Le laptop, on est bien lotis en général maintenant. Oui, ça pour le coup. Non, mais je dis pas le contraire. Bah, surtout que les écrans des Surface sont quand même en général très bons, même au-delà de la définition, en qualité de calibration, etc. Mais après, voilà. Non, mais il y a des très bons laptops concurrents. C'est juste, voilà, je trouve que effectivement, par rapport à ce que Microsoft pouvait proposer avant, ils perdent petit à petit du terrain en faisant que des refreshs, ce qui est logique. Quand tu fais un refresh, tu fais le choix aussi d'attendre un petit peu tes innovations, de faire attendre. De notre côté, après, en faisant des refreshs, on pourrait dire il y a beaucoup moins de recherche et développement dessus, donc ils pourraient peut-être aussi se permettre de baisser un petit peu les tarifs pour être plus agressifs. Et là ça pourrait s'entendre, le fait qu'il y ait moins d'innovation sur ce produit. Un peu peut-être baisser d'une centaine d'euros déjà. Comme ça, on pourrait peut-être avoir une entrée de gamme qui commence en dessous des 1000 euros. Ça pourrait déjà être un bon signe d'appel pour les clients. Ça reste toujours un peu le point faible de Microsoft, le rapport stockage-prix notamment. Après, toute l'expérience est bonne, hein, mais ça coûte un certain prix, quoi. Ouais, mais chez Dell, par contre, je crois le passage de 256 à 512 Go, c'était 20 euros. Et là, tu te dis banco, quoi. Ouais, ça, 20 balles pour 256 Go de plus, pourquoi se priver ? Ça paraît incroyable. C'est ça. Bon, allez. Oui, non, clairement, pour le Surface Laptop, il faut compter bien 1500 euros pour avoir la bonne configuration. Non, j'avais 1350, tu as un Core, je sais plus si c'est le i5 ou le i7, mais tu as 512 Go de RAM, non, de stockage, et je ne sais plus si tu avais 8 ou 16 Go, je crois 16 Go de RAM. Ça faisait déjà une config qui commençait à être pas mal. Voilà, 1300, ouais, peut-être 1380. Allez, bon, on ferme le Surface Laptop 4 et puis on passe, allez, pas à l'œil de Sauron, mais à l'œil de Redmond. On en a parlé l'autre fois et Microsoft a enfin sa nouvelle webcam, alors qui s'appelle de son nom magnifique, hop, je l'ai là, je l'ai mangé. Ah oui, la moderne webcam, tout simplement. La moderne webcam. Parce que c'est la gamme, en fait, ils ont une gamme de périphériques qui s'appelle moderne. Quoi. Donc la webcam, une webcam 1080p. Rien de particulier, mais voilà, qui est optimisée pour avoir un champ de vision à 78 degrés. Elle est connectée en USB-A. Et petit truc sympa, elle a un bouton pour fermer l'œil de la caméra et qui ferme la connexion à la caméra. Et si vous ouvrez l'œil, ça lance la connexion. Donc ça, ça active ou désactive le flux vidéo. Donc c'est plutôt pas mal comme petite innovation. Oui, mais alors moi j'étais peu déçu. Ouais. J'étais un peu déçu. Enfin, nous après on a eu que la rumeur. Moi j'avais suivi que la rumeur comme quoi ils allaient faire une webcam, donc j'espérais quelque chose de plus haut de gamme et un peu plus à l'avance. Ça avait été dit dans la rumeur, Cassim, que ça serait pas une grosse webcam. Oui, mais j'espérais quand même. Je reste déçu que Microsoft, après je sais pas combien d'années d'absence des webcams, là ils reviennent et ils font une webcam un peu ok tier quoi. Enfin ok quoi. Mais notamment, enfin en fait ce qui me gêne le plus c'est qu'elle soit pas compatible Windows Hello. Je trouve ça un peu dommage. C'est la techno de Microsoft. Je trouve ça un peu dommage qu'elle le gère pas quoi. Ou est-ce qu'ils vont nous sortir, parce qu'ils n'ont pas annoncé le prix de cette webcam encore, est-ce qu'ils vont nous sortir une version qui n'est pas Windows Hello, une version Windows Hello et peut-être une version 4K ensuite ? Je suis pas sûr que les gens y paieraient plus juste pour Windows Hello sur une webcam. Je ne sais pas. Je sais pas. Non mais voilà, je sais pas du tout. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à faire dans le domaine des webcams. Là d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a des fabricants qui commencent un peu à se réveiller pour un peu gérer davantage de choses, ce qui est pas mauvais. On verra. Bon après, ça reste une webcam, on va pas. C'est ça. Bon après il y a quand même eu dans cette gamme moderne des choses alors plus ou moins intéressantes qui ont été annoncées. Le moderne USB headset, donc un casque micro en USB pour $50 aux États-Unis. Et il semblerait que le micro ait une réduction active de bruit pour vraiment filtrer votre voix. Alors moi des fois je trouve que ça fait une voix un petit peu trop numérique ou un peu nasillarde parfois. Je sais pas ce que vous en dites. Comme quand je oui. dans mes Surface Headphones. Alors non, toi t'as la réduction de bruit dans le casque. Je sais pas si tu l'as au niveau du micro du Surface Headphones. Je sais pas du tout. Je sais pas. Mais je sais que pour avoir déjà entendu des gens qui ont des micros comme ça, je trouve que ça fait un peu... ça fait très numérique. Alors c'est très propre,
mais ça fait pas naturel, ça va manquer un petit peu de chaleur. Après, tu me diras, si c'est pour le boulot, c'est pas grave, et au moins t'as une voix qui est claire, qui est intelligible, et voilà. Il semblerait que le casque aussi soit très confortable à porter sur du long terme. Donc peut-être des gens qui font des tâches de secrétariat ou qui font des visioconférences longues. À côté de ça, Florian, j'ai pensé à toi, ils ont sorti un Surface Headphones 2 Plus for Business. J'ai vu ça. Donc c'est à peu près le même que le tien, avec le bouton de Teams. Ouais, il est en noir. Non, il y a Ouais, il y a une autre... Non, il y a une autre différence quand même. Il y a un petit supplément en plus, c'est il y a une gestion d'un protocole sans fil. Alors que c'est très drôle, c'est un protocole sans fil propriétaire qui demande une clé USB pour être branché pour gérer une connexion qui serait plus fiable que ce que propose le Bluetooth. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, un casque qui gérerait à la fois le Bluetooth et en même temps une sorte de connexion sans fil propriétaire? Oui, hein, ok. Moi je pense au casque Xbox, tiens. C'est ça. Mais alors sur ça, on va pas dire que c'est le protocole Xbox Wireless qui est très bien et qui serait exactement ça. On va juste dire que c'est un protocole propriétaire, on sait pas, c'est sans fil. Donc tu veux dire, attends Cassim, tu veux dire qu'il faut que j'achète un casque business pour jouer sur ma console? Non, mais je sais pas, en vrai... j'ai l'impression que ça me semble être la même technologie et que juste ils osent pas le dire. Je pense pas après que ça veut dire que que c'est nécessairement que les deux communiqueraient exactement. Il va avoir changé un petit truc pour dire que les deux que sont c'est pas le même. Ouais. Mais je pense que l'idée est la même, c'est-à-dire que d'un côté tu as le Bluetooth pour la connexion un peu smartphone, et de l'autre, si tu veux une connexion avec ton PC qui est fiable, ça passe par un protocole radio à 3,5 GHz ou 2,6, je ne sais pas. Qui passe un simili Wi-Fi en fait direct entre le casque et ton PC, quoi. D'accord, ok. Donc ça c'est pour $300, bim, ça fait mal. Et enfin, vous avez le petit boîtier que vous mettez sur votre table, le moderne USB-C speaker, donc il est un USB-C, qui permet de faire une conversation vidéo. Donc vous avez les différents boutons dessus, donc ça fait micro et haut-parleur en même temps. Voilà de quoi assurer une petite visioconférence à plusieurs. Et là, prix de vente inconnu aussi. Mais bon, on voit que Microsoft propose toute sa gamme, ça tombe bien, ça fait un an qu'on a le coronavirus qui traîne, il y a beaucoup de visio. Enfin, ils investissent le marché. Oui, non, mais oui, bah c'est clairement, tu sens que c'est. Et je pense que ça va pas être le seul fabricant cette année à nous sortir une suite d'accessoires. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais... Je trouve que c'est les premiers là qui proposent une nouvelle gamme de produits dans ce sens-là. Logitech, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Creative Labs aussi qui n'ont pas proposé de nouveau matériel parce que jusqu'à présent ils proposaient quand même pas mal de choses. Eux, t'as les petits fabricants chinois, mais les autres. Ils proposaient déjà la différence avec Microsoft, c'est qu'ils proposaient déjà des choses, donc ils avaient un autre. Je pense qu'ils ont leur propre cycle eux, ils sont plutôt dans le renouvellement que dans la proposition. C'est pas faux. Mais ils vont tous. Mais je pense aussi qu'il y a des fabricants de PC qui préparent aussi des nouveautés dans ce genre-là. Mais pour parler d'une des marques que tu viens de citer, Creative, ils ont annoncé une webcam par exemple aujourd'hui. D'accord. Assez similaire, mais à ce que propose Microsoft, une Full HD avec. Un petit outil un petit cache pour masquer la webcam si tu l'utilises. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui y aura par défaut maintenant sur toutes les caméras. Probablement. Ouais. Et dernier sujet de cette partie, Florian, je pense que c'est le sujet qui va peut-être t'intéresser le plus. C'est le nouveau PC Microsoft, mais en cloud computing. Comme ça, Florian, tu as oublié ton ordinateur, c'est pas grave, tu te connectes à distance sur ta machine, sur les serveurs Microsoft. Alors, si tu as oublié ton ordinateur, tu te connectes avec quoi? Avec un ordinateur qui est pas à ton toi. Smartphone. Tu piques l'ordinateur de ton voisin et puis tu vas te connecter dessus. Bon, sinon tu peux retourner chez toi si c'est ton voisin, mais non, mais plus sérieusement, après, donc cet ordinateur virtuel finalement serait proposé à partir de fin juin, début juillet, et il y aurait une gamme de 3 modèles disponibles. Il y aura entre 4 et 8 Go de RAM possible et 2 à 3 processeurs virtuels que l'on pourrait choisir. Alors Christophe nous avait parlé dans un tuto alors chez OVH, je sais plus comment ça s'appelait, mais on avait la même chose. Oui, j'ai oublié le nom, mais oui, ça permet... Ça va permettre de pouvoir prendre contrôle facilement, d'avoir une sorte de PC à distance. Ça ressemble un peu à ce que fait Shadow en France. Sauf que Shadow, c'est orienté jeux vidéo. Voilà. Alors que là, serait clairement, c'est de la bureautique, clairement, l'orientation. Après, voilà, et t'es comme moi, tu penses pas qu'il y aura de carte graphique spécialement dédiée là-dessus?
Déjà que je suis pas sûr que ce soit proposé au grand public. Oui, je pense que ça va être des abonnements d'entreprise, ce genre de... Ça va être le Office 365 version entreprise qui va avoir le droit à ça. Mais c'est quoi l'intérêt en fait? Parce que n'importe quel petit PC peut faire de la bureautique déjà. Mais justement, tu vas peut-être pouvoir faire tourner des grosses suites d'applications, par exemple des applications d'entreprise, et tu te connectes en accès à distance via ton petit ordinateur justement qui est pas puissant, et tu vas pouvoir avoir toutes les données et utiliser tes logiciels via le streaming. Je pense aussi que c'est une évolution un peu logique, je pense, dans l'esprit de Microsoft, des solutions de VPN pour te connecter à quelque chose de sécurisé et de fiable pour ton entreprise. Aujourd'hui en télétravail, il y a une grosse problématique autour de la sécurité informatique où ton PC chez toi il n'est pas forcément sécurisé. Même le PC de l'entreprise que tu as laissé partir de chez la personne chez elle, bah, peut-être qu'elle l'entretient pas très bien et que ton service IT a pas forcément la main dessus. En général, la personne en question se connecte par VPN au réseau de l'entreprise, mais même là, c'est pas forcément idéal. Et du coup, peut-être que se connecter directement dans l'infrastructure cloud de Microsoft, bah, ça peut permettre aussi de garder une sorte de sécurité, d'environnement sécurité autour des données, quoi. J'imagine. Pareillement. Après, il faudra que les gens aient des bonnes connexions, hein, tous. Pour faire tout en RDP toute la journée, voilà. Ah, ouais, enfin après, c'est pas du jeu vidéo que tu streams non plus, c'est un bureau, peut-être des feuilles Excel. Moi, je suis... Vu que j'aime pas utiliser mon PC de boulot, je suis toujours en train de streamer depuis mon PC perso. Il est à 1 mètre derrière, branché sur le même réseau, très régulièrement ça lâche, hein, donc bon. D'accord. Voilà. Bah, on verra ce que Microsoft est capable de proposer. Après, il y a des optimisations que en local tu peux pas avoir forcément d'encodage vidéo à la volée, etc., qui peuvent des fois un peu solutionner ce genre de problème. Mais oui, on verra bien quand ils le proposeront déjà. Et puis si on peut, Florian, on te le fait tester. D'accord. Oui, au fait, un dernier intérêt qu'il y a à ce système aussi de Cloud PC, c'est le fait que les éventuels futurs appareils sous Windows 10 X qui n'ont pas accès aux applications Win32 auraient éventuellement accès aux applications Win32 à travers le cloud, en fait. Comme sur le HP Helix. Non. J'essaie de me rappeler du nom du truc, oui. Elite X3. Ok. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Allez, Florentin. Parce que c'est le dernier Windows Phone. Allez. Allez, on finit cette partie et on passe aux jeux vidéo et à la Xbox. Alors Cassim, alors là c'est la partie sur laquelle tu as beaucoup écrit chez nos camarades de Frandroid. Tu nous as beaucoup parlé de xCloud qui arrive sur les ordinateurs, sur les consoles, qui arriverait, alors on ne sait pas pour quelle date sur les consoles, sur PC, enfin bref, sur toutes les annonces que Phil Spencer a données lors d'une conférence et de discussions en ligne. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, je peux en dire un peu plus. Alors déjà, oui, ils ont commencé la semaine par annoncer que xCloud arrivait enfin sur PC, ça fait un petit moment qu'on l'attendait, et sur les appareils, l'écosystème Apple. Mais tout cela, en fait, en vrai, il l'annonce comme ça, mais la vérité, c'est surtout que ça arrive sur le web, c'est ça la vraie nouveauté. Oui. C'est-à-dire que désormais, il y a xbox.com/play, et si on a accès au service, on va y revenir, on peut streamer n'importe quel jeu de xCloud du moment qu'on a une manette attachée à son appareil ou qu'on a un écran tactile. Pour les jeux vidéo qui sont compatibles avec une interface tactile. Et donc on a la possibilité, depuis n'importe quel navigateur, a priori il vaudrait mieux que ce soit un Edge, Chrome ou un Safari, mais du coup ça veut dire que l'iPhone, l'iPad, tout ça d'un coup devient compatible puisque Apple bloquait l'application, mais là comme ça passe par le web, hop, ça contourne Apple. Ça veut aussi dire qu'on peut enfin de nouveau jouer à des jeux vidéo sur Mac, donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Et d'habitude c'est moi qui exagère là. et au-delà de ça, c'est évidemment l'arrivée sur PC, ça c'est super pratique, puisque ça veut dire que n'importe quel PC, notamment ceux qui font pas tourner beaucoup de jeux vidéo parce qu'ils sont bureautiques, on en parlait à l'instant, vont pouvoir faire tourner un peu des jeux en streaming depuis les serveurs de Microsoft. Donc le service est arrivé en bêta entre guillemets fermée. C'est un peu chelou la solution qu'a choisi Microsoft, puisque en gros faut être abonné au Xbox Game Pass Ultimate, c'est la condition de toute façon pour accéder à xCloud d'habitude déjà sur les versions Android. Et en fait, tel Willy Wonka, Microsoft va sélectionner des joueurs abonnés au Game Pass Ultimate
et leur décerner l'email d'or qui va leur permettre d'accéder au service, tout simplement, qui est en bêta privée. Et ils ne disent pas du tout comment ils sélectionnent ou quoi. Enfin, c'est très flou. Et on attend le mail. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir tout de suite. Je ne sais pas du tout pourquoi. Peut-être parce que tu joues beaucoup. Alors, je sais pas si c'est parce que je joue beaucoup, ou si c'est parce que je suis journaliste et que je suis dans des listes maintenant enregistrées, voilà. Parce qu'il y a plein de journalistes, évidemment, comme par hasard, qui l'ont eu, donc peut-être que c'est pour ça. En tout cas, voilà, ça va par vague. Je trouve qu'il aurait été quand même intéressant que Microsoft propose aux gens de s'inscrire, quitte à ce que derrière, ce soit exactement la même sélection qui soit faite et les mêmes gens qui soient sélectionnés. Ça aurait donné un petit côté au moins où tu as l'impression que tu as fait une action et qu'on n'a juste pas encore sélectionné ta participation, mais que ça va arriver, plutôt que juste ce côté complètement aléatoire où il faut être abonné et attendre. Je trouve voilà, que ça donne un sentiment un peu bizarre où c'est en bêta fermée, mais tu n'as aucun endroit pour t'inscrire en fait. C'est un peu étrange comme façon de faire, mais bon, après, je pense qu'ils vont très rapidement ouvrir de plus en plus les vannes pour que tout le monde y ait accès, hein. Donc c'est un problème qui sans doute va se régler de lui-même. Donc ça, c'est quand même la plus grosse nouveauté de la semaine. Et puis en accompagnement un peu de cette annonce, il y a Phil Spencer qui a pris la parole sur Twitter, puisqu'il est quand même relativement accessible. Phil Spencer, donc c'est le patron de Xbox et du gaming chez Microsoft. Et au travers de plusieurs réponses aux gens, il a quand même répondu et annoncé des choses. C'est quand même sympa, des évolutions majeures du système, alors que d'habitude les gens, comme les exécutifs comme ça, les cadres, quand ils répondent aux questions des gens, souvent c'est des trucs un peu au niveau où voilà, ils contournent la question, quoi. Là il y allait. Donc on lui a demandé notamment si il allait avoir une mise à niveau des serveurs de xCloud qui est attendue. Oui, c'est vrai. Puisque xCloud tourne actuellement avec des Xbox One S qui montrent clairement des signes de vieillesse. Mais c'est surtout qu'on ne peut pas jouer au jeu sur next-gen. Des séries X. Et on peut pas jouer au jeu next-gen. En fait, il y a une double problématique. Moi, je pourrais revenir après, je pense, sur le retour sur cette bêta. Mais le passage à la série X, donc il est attendu. Et donc, il a très clairement dit que, en fait, c'était déjà en cours et que c'était en test interne. Donc, en interne, ils ont accès, ils commencent à avoir accès à des séries X. Et donc, c'est en cours le changement. J'imagine que la pénurie qui touche tout le secteur de la tech ne doit pas beaucoup aider Microsoft à pouvoir intégrer des séries X facilement à ses infrastructures. C'est comme ça. Mais du coup, voilà, donc il n'y a pas de délai annoncé, mais je pense qu'ils espèrent toujours que ce soit pour 2021. Un autre élément sur lequel il a répondu, c'est l'éventualité d'ajouter des jeux PC au service de streaming. Actuellement, tous les jeux de xCloud, c'est des jeux Xbox. C'est complètement des jeux, vu que c'est des Xbox One S, c'est des jeux Xbox. Et il y a des gens qui se demandent les jeux PC, est-ce qu'ils arriveront, notamment par exemple Age of Empires 4 qui sort à la fin de l'année, est-ce qu'ils pourraient pas l'ajouter à xCloud, quoi. Et donc là, il explique que d'abord, clairement, c'est quelque chose sur lequel ils réfléchissent, et notamment c'est pour ça qu'ils sont très exigeants du côté du cross-save, donc la possibilité de garder sa sauvegarde, que tu joues sur PC ou sur Xbox, peu importe. Ils veulent voilà, que ta sauvegarde te suive avec toi, et ça fait partie de ce travail-là. Et clairement, à terme, ils veulent, oui, en passant par Azure, que les jeux PC puissent aussi tourner sur xCloud. Mais pour l'instant, ils veulent se concentrer sur le jeu console. Donc ça arrivera un jour, mais pas tout de suite. Et la dernière chose, c'est donc le PC, le smartphone, c'est très bien pour streamer, mais quid des consoles, notamment parce que quand il l'annonce, lui, il explique que le xCloud, c'est bien pour jouer en streaming, mais c'est aussi surtout très bien pour découvrir des jeux sans avoir à les télécharger. Mais oui. Et ça, du coup, ce serait utile tout autant sur smartphone que sur console. Et donc il explique que oui, le streaming arrivera sur console. Alors il précise pas lesquels, effectivement. Donc on ne sait pas si mais je trouverais ça. Est-ce que ça sera les One ou les séries S et X? C'est ça. C'est sûr que ce sera au moins les séries S et X, ça c'est sûr. Ça paraît évident, et ça permettra, comme je l'expliquais à l'instant, au moins de tester les jeux avant d'éventuellement les télécharger et les installer en local. Et puis d'une manière générale, pour la série S, ça permettra de faire tourner les jeux en version série X en streaming, ce qui est déjà pas mal. Mais évidemment, la question c'est pour les Xbox One, et j'espère quand même que Microsoft fera pas cette erreur de ne pas proposer
xCloud sur les Xbox One, ce serait complètement stupide et contraire à leur stratégie. Ils ont un parc installé énorme de Xbox One. Ce serait dommage de ne pas les mettre à contribution. J'espère qu'il y aurait une raison technique si d'aventure ça ne devait pas être le cas, quoi. Est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait une réelle raison technique à partir du moment où tu as une connexion suffisante? Non. Il peut y avoir une raison technique qui serait celle du décodage vidéo. Tout dépend du codec vidéo qu'ils utilisent. Il y a des codecs, tout ça est en train de se renouveler, et notamment YouTube et compagnie sont en train de passer à un nouveau codec dont j'ai oublié le nom. C'est l'AV1. Qui est le codec de la 4K et qui est un codec qui est beaucoup plus efficace que le H265 ou le HEVC, si vous avez entendu parler de ces formats-là. Il est à la fois plus efficace et surtout il est complètement open source et gratuit et libre d'utilisation sans royalties à payer, contrairement au format que j'ai cité. Et donc là c'est complètement une hypothèse de ma part, mais si par exemple ils veulent utiliser l'AV1 comme codec vidéo pour xCloud, et que c'est un codec qui est géré nativement par la série S et la série X, mais pas par la Xbox One, bah peut-être que du coup la Xbox One, tu vois, n'aurait pas accès à ce service. Je dis ça, voilà, c'est juste une théorie d'une raison technique qui pourrait justifier que le service soit pas disponible. Je trouverais ça nul quand même, mais surtout quand le codec ça s'installe. Bah non, mais après il faut que ton circuit, ton circuit hardware physique pour le. C'est ça. Ouais. En fait, aujourd'hui les codecs ils sont gérés de façon hardware pour que ça aille plus vite. Pour que ça aille plus vite, ouais. Et donc voilà, c'est les 3 points sur lesquels il est revenu. Donc les jeux qui arriveraient sur PC, le streaming qui arriverait sur console un jour, les jeux PC qui arriveraient dans le cloud et le passage à la série X aussi. Alors évidemment il a pas non plus détaillé une feuille de route sur Twitter, mais au moins il a répondu clairement et il a plutôt répondu oui à chaque fois, donc c'est plutôt enthousiasmant pour l'avenir, même si tout ça arrivera pas tout de suite. Non. Mais c'était plutôt sympa quand même de le lire parce que ça donne envie de rester sur l'écosystème Microsoft quand même. Oui, clairement, et puis ça montre qu'ils savent où ils vont aussi. Je trouve que ce qui est intéressant en ce moment avec Microsoft, avec l'Xbox en particulier, c'est que on commence à avoir les premiers fruits de travaux qui ont commencé ces dernières années, et il y a plein de trucs qui arrivent aujourd'hui, et c'est pour ça que Microsoft parle beaucoup de la Xbox en ce moment et fait plein d'annonces autour de Xbox. C'est des choses qui étaient en chantier depuis longtemps et qui arrivent petit à petit, et on sent qu'ils ont une ligne directrice et ils s'y tiennent et ils travaillent dessus, quoi. Okay. Et je voulais juste très rapidement parler de la bêta là sur PC. Bon, je vais pas faire un retour détaillé, je pense ce serait un petit peu long, mais je vais juste dire que on sous-estime l'importance du passage à la série X. D'abord, clairement, on sent que les jeux sont sur version Xbox One, c'est-à-dire que la qualité graphique est pas là. Sur des jeux qui sont un peu cross-gen, genre Outriders, les temps de chargement sont super longs. Oh oui. Parce que Xbox One S aussi, enfin voilà. C'est des choses que la série X réglerait, et surtout le lag. Alors moi j'ai trouvé qu'il était plutôt assez faible. Le premier soir était important, mais ils avaient des problèmes serveurs visiblement. Une fois que ça a été réglé, je trouvais ça assez impressionnant à quel point la latence était relativement faible. Mais pour l'affaiblir encore plus, la série X va être vraiment très importante, parce que le lag est aussi dépendant du nombre d'images par seconde. Si un jeu tourne à 30 images par seconde, c'est assez logique, c'est assez simple à expliquer. Si un jeu tourne à 30 images par seconde, donc le serveur t'envoie 30 images par seconde, bah c'est forcément tu as plus facilement du lag et un temps de réaction du serveur qui est plus important que si ton jeu tourne à 60 images par seconde. Si il y a 60 envois et réceptions par seconde, tu as plus de flexibilité pour que le joueur, au moment où il fasse une action, le serveur derrière réponde rapidement, puis t'envoie une image, puis tu vois. Donc ça a une importance aussi. Plus le jeu est fluide, plus il sera réactif en cloud gaming. Et c'est pas pour rien qu'en ce moment Microsoft propose du FPS boost, par exemple, pour les jeux en rétrocompatibilité, pour les faire passer sur 60 images secondes ou à 120 images secondes. Tout ça suit une certaine logique. C'est justement pour préparer le terrain pour le cloud gaming. Donc tout ça est très bien pensé quand même. Mais voilà, c'était le petit retour que je voulais donner. Sinon, du coup, ça pixelise et c'est encore du 720p, j'ai l'impression pour l'instant. Donc ça pixelise pas mal. Donc moi, je trouve pas ça
à part sur des petits jeux type Spiritfarer où ça se voit pas trop, je trouve pas ça pleinement utilisable, mais c'est une bêta très early pour l'instant. Tout ça va s'améliorer. Alors tu dis ça parce que tu as l'habitude déjà de ta série X qui fait que tu es habitué à avoir des beaux graphismes, ou moi par exemple qui suis sur ma Xbox One S, finalement je resterai sur une qualité d'image équivalente. Non, je verrai quand même une baisse. Ouais, il y a deux strates. La première, c'est la façon dont le jeu tourne sur la console. Là, tu verrais pas de différence parce qu'il tournerait de la même façon que sur ta console. Et après, derrière, il y a la compression et le flux vidéo qui fait que tu as l'impression de jouer sur du YouTube d'il y a 5 ans. D'accord. En termes de... Tu vois les artefacts de compression, tu vois la pixelisation, tu vois voilà, un peu tous ces éléments-là. Parce que aussi, tu joues en 720p. Il t'envoie un flux vidéo qui est pas aussi bon que ce qu'il pourrait être pour ta télé ou ton écran. Donc il y a ces deux niveaux, ça joue un peu sur deux tableaux. S'ils arrivent à améliorer la qualité de connexion et la qualité de compression, peut-être que là par contre ça ferait déjà plus illusion par rapport à une Xbox One. D'accord. Merci beaucoup Cassim. Bon, on va continuer avec une info, tu en avais parlé déjà du Live Gold qui devient gratuit pour les jeux free-to-play. Enfin, il n'y a plus besoin de Live Gold plutôt pour les jeux free-to-play. Il y a une 50aine de jeux qui sont dans cette situation pour l'instant et c'est actif depuis hier. Donc depuis hier, vous pouvez jouer en ligne sur ces jeux. T'as des noms en tête à part Fortnite Apex Legends, Rocket League ou Roblox ou des choses comme ça. Voilà. Ou Destiny 2, tiens. Ouais. Pas mal de jeux finalement auxquels les enfants peuvent jouer. Plusieurs, je sais que Roblox notamment est ultra populaire chez les moins enfants. De 15-16. Donc ça, Fortnite évidemment, ça reste assez bon enfant quand même. Enfin, moi, je sais que mes neveux jouent à ça et adorent ça. Après, les autres sont déjà un peu plus matures. Mais après, tout dépend de l'âge de l'enfant et de sa maturité aussi. Et puis à partir du moment où ça nous plaît. Bon. Voilà, donc on va laisser le Xbox Live Gold et puis on va passer au dernier point pour ce soir, c'est le Quick Resume qui semblerait assez perfectible, Cassim, sur la série X. Il semblerait qu'il y ait quelques soucis parfois avec ce Quick Resume et puis qu'il ne soit pas utilisé pleinement. Je sais pas si tu as vu, si c'est arrivé déjà chez toi. Est-ce que tu as une section Quick Resume quand tu lances ta barre de menu là ? Non, parce que pour l'instant, depuis que je l'ai reçu il y a que un mois ou deux, ma série X, et je suis assez sage, je suis en version stable, non insider, donc je n'ai pas les améliorations décrites ici. Florian me juge et fait non de la tête pour me juger fortement. Parce que, c'est indigne. Dans les améliorations que Microsoft semble proposer, c'est par exemple l'apparition d'un menu Quick Resume pour vous afficher la liste des jeux qui sont en mémoire dans votre machine pour pouvoir les relancer directement. Donc ça, au niveau fonctionnalité, je trouve ça très bien. Vous pouvez aussi, il devrait y avoir qui arrive prochainement la possibilité de supprimer un jeu de la mémoire du Quick Resume. Par exemple, si vous savez que vous allez plus y rejouer, comme ça vous le dégagez. Mais aussi, encore mieux, la possibilité d'indiquer à la console que ce jeu doit toujours rester dans le Quick Resume, même si vous avez dépassé votre quantité maximale de jeux sauvegardés. Vous aurez des jeux qui seront prioritaires dans le Quick Resume pour toujours rester là. Donc c'est vrai que si on joue à plusieurs sur une machine, c'est vachement pratique. Chacun va pouvoir dire, voilà, ça c'est mon jeu, celui-là tu me le gardes. Et ça évite que tu sois obligé de passer 3 heures puis il devrait améliorer les choses aussi, peut-être pour signaler que des jeux ne sont pas Quick Resume. Tu as parlé d'Outriders tout à l'heure. Outriders, c'est un jeu qui est marqué Quick Resume. La console, même sur une One S, veut te le relancer en Quick Resume, sauf que le jeu devant être connecté, il te dit vous avez téléconnecté, donc hop, tout le processus de charge se refait depuis l'écran de titre. Et c'est super long ce jeu, en tout cas sur une One S, punaise que c'est long. Et je comprends que tu parlais tout à l'heure de la qualité de la Xbox One X pour streamer ce genre de jeu, parce que si tu dois attendre pendant 2-3 minutes devant ton ordinateur, attendre que ça charge côté Microsoft, c'est pénible. Hein. Bah ouais, forcément. Mais non, mais clairement, Quick Resume, c'est la meilleure fonction des nouvelles Xbox Series, là. Et j'ai hâte. Du coup, c'est des nouveautés. Moi, quand j'avais reçu la Series et que j'avais fait le test, j'avais évoqué ces problèmes-là, le fait que l'idée de la fonction est super, mais ça manquait c'était pas gérable. De retour. C'était pas gérable, tu savais pas les jeux. En fait, pour savoir si un jeu avait le Quick Resume, fallait le lancer et fallait attendre de voir s'il y avait le petit logo Quick Resume qui s'affichait.
soit il s'affichait, et, oh mon dieu, bah c'est bon, et apparemment la console s'en souvenait, soit ça s'affichait pas et ça revenait au menu principal, mais tu savais même pas, voilà, il y avait aucun contrôle là-dessus, c'était un peu flou, et du coup c'est une fonction sur laquelle tu pouvais pas te reposer parce que tu savais pas quand est-ce qu'elle serait là ou pas, quoi. Là, clairement, ça donne plus de contrôle, ça donne plus de visibilité, c'est une très bonne chose, donc très bien, parce que c'est les trucs qui manquaient pour en faire une fonction qui est vraiment, vraiment cool, quoi. C'est clair, parce que le fait d'éviter ces 3 minutes de temps de chargement, c'est quand même quelque chose qui n'a pas de prix, quoi. Ouais, non, mais vraiment, puis le fait, moi je trouve ça vraiment intéressant pour peu qu'on soit plusieurs à jouer sur la console, soit qu'on alterne entre, par exemple, on a un jeu qu'on joue en solo et un jeu qu'on joue en multi avec des potes. Là, on peut passer de l'un à l'autre très rapidement avec le quick resume et tout le temps intervertir les soirs où tu te fais ta campagne solo de ton jeu et de temps en temps y a un pote qui vient de se connecter, il veut faire sa partie, hop, tu reviens à la home, tu lances l'autre jeu, il se relance tout de suite et tout ça se fait de façon très rapide, donc c'est cool, c'est vraiment aussi efficace qu'un alt tab, et d'ailleurs c'est un truc qui me donnerait presque envie que Microsoft trouve une façon ou une autre pour que ce soit faisable sur Windows 10. Alors pour l'instant ça me semble compliqué parce que ça utilise un peu tout l'environnement fermé d'une console, mais ce serait vraiment cool, quoi. Ça me paraît pas techniquement impossible. C'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est assez géniale. Bon. C'est compliqué, mais c'est pas impossible. Mais après il faudrait que le PC, chacun a son architecture différente, donc ce serait le bordel à que ça fonctionne chez tout le monde, quoi. Ouais. Bon, mais on va se quitter là-dessus. Je vous remercie, Florian et Cassim, d'avoir été présents ce soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur l'article 255 sur le site de Lifetile ou sur la page de l'épisode 205 sur YouTube. Tiens, pour ceux qui tentent comme moi, je peux donner une dernière news ? Non. Okay. Allez, si, vas-y. J'ai découvert un truc trop fun. Si vous faites exécuter Windows R, pour ceux qui savent pas, et vous tapez pbrush, P-B-R-U. Ouais, Paintbrush. Vous faites entrer. La Paint. C'était le nom de l'application quand elle a été créée sur Windows 3 et ça marche encore. Quand même. D'accord. Ça a ton compatibilité, hein. Ouais, c'est beau. Merci beaucoup, Florian, pour cette annonce qui est, waouh. Je pense que tu pourras le mettre en pause générique, peut-être. Ou... Je dis super. Banco, on vend la caravane. Allez, merci Florian, merci Cassim, merci à toutes et à tous, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour l'épisode 206, et portez-vous bien, ciao tout le monde. Salut, bonne soirée. L'épisode 206. Ah, j'avais pas fait le lien non plus. Non, mais c'est bien, du coup, tu vois, j'ai fait exprès pour que ce soit le dernier mot de l'émission, comme ça, hop, ça fait le lien avec le début. Ouais, c'est bien géré vos trucs. Je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais